Une fois pendant un été, j'ai rencontré un gars nommé Mathias, alors que je sortais avec des amis dans un bar. Nous étions en grand groupe, et Mathias et moi sommes devenus amis au bar en regardant un match des Cubs à la télé. Mon groupe s'est dispersé un peu pendant que je parlais avec Mathias, donc il n'a vraiment parlé à aucun de mes amis. Finalement, nous avons échangé nos comptes Instagram. Il avait pas mal d'abonnés et ses photos montraient un gars normal d'une vingtaine d'années qui aime sortir, voyager et rester actif. Après avoir échangé nos infos, je suis allé retrouver mon groupe. Honnêtement, quand tu te fais un pote dans un bar, les chances de rester en contact après sont minces. On fait toujours comme si on allait se revoir, mais le lendemain sobre, tu n'as plus du tout envie. Le samedi suivant, je suis allé dans un autre bar en plein air, au bord de l'eau, avec mes amis pour l'anniversaire de mon pote Théo. Pendant qu'on chantait pour lui au bar, j'ai posté quelque chose sur mon histoire Instagram. 1 heure après le dîner, alors qu'on traînait dehors, j'ai senti une tape sur l'épaule. Je me suis retourné et c'était Mathias. Il m'a salué avec un sourire, disant que c'était son endroit préféré le samedi soir. Cette fois, je l'ai présenté officiellement à mes amis en disant « Oh gars, vous vous souvenez de Mathias ?» Yo, même s'il n'avait pas beaucoup parlé avec lui, il l'avait vu la veille. La soirée avançait, Mathias restait un moment avec nous. Ça allait, tout le monde était ivre lui aussi, et on passait un bon moment. La fois suivante où j'ai vu Mathias, il m'a invité à jouer au golf par une journée chaude. Je suis nul au golf, mais je voulais m'améliorer. Il m'a invité un dimanche matin tôt, je suis allé. Je crois que c'était le week-end juste après notre dernière rencontre. On était juste tous les deux. J'ai essayé d'embarquer des potes, mais ils étaient trop rincés ou durs, et on dit que c'était trop tôt. Mathias et moi avons bien accroché en jouant 9 trous pendant environ 2 heures. Après on a mangé, puis je suis rentré me reposer avant le boulot le lendemain. Je l'ai vu encore une fois en sortie avant qu'il ne m'invite faire une randonnée en Arizona. L'Arizona et le Grand Canyon étaient sur ma liste de rêves. J'ai vérifié les dates avec mon travail, et confirmé que je pouvais y aller, j'ai dit oui sur le champ. J'ai invité Théo et d'autres amis, mais ils étaient intraitables, disaient ne pas pouvoir poser congé et qu'il fallait économiser. La réponse habituelle de mes potes, quand je leur propose un voyage. J'ai demandé à Mathias si certains de ses copains y allaient, il a dit non, qu'il irait seul. Je ne connaissais pas encore ses amis. Son Instagram montrait quelqu'un de super populaire, donc ça ne m'a pas paru bizarre. Nous avons pris l'avion le 15 août avec retour à Chicago le 18. On a atterri de nuit. Mathias a loué une voiture pour le week-end. En route vers l'Airbnb, on s'est arrêté pour manger et prendre de l'alcool. À l'arrivée, il était tard. On a bu quelques bières, je voyais que Mathias voulait rester réveillé plus tard, mais j'étais cuit et voulais dormir. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'un seul lit. Je ne lui avais jamais demandé s'il y avait 2 chambres. Quand j'ai évoqué ça, il a pointé le canapé où je m'assoyais en disant « Tali, c'est un canapé lit ?» Yo, puis il m'a dit de me détendre, qu'il ne me ferait pas payer l'Airbnb. Honnêtement, un séjour gratuit en Arizona. Je ne me suis pas plaint du canapé. J'ai déplié le canapé lit, préparé les draps et dormi. C'était étonnamment confortable. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant Mathias passer dans le salon pour aller chercher de l'eau. Je suis un dormeur léger. Un bruit de rien me réveille. Je me suis retourné et rendormi. Le matin suivant, Mathias m'a réveillé tôt. Il faisait un temps magnifique. On a pris la voiture direction le Grand Canyon. Je ne réalisais pas à quel point c'était immense ni combien il y avait de sentiers. On a fait la randonnée Bright Angel. Je crois que je n'avais pas conscience d'être aussi peu en forme ce jour-là. Mathias allait très bien, riait, et me disait de le suivre, alors que je suis à grosses gouttes et peinais à respirer. On a pris beaucoup de pauses profitant pour prendre des photos magnifiques. C'était splendide. Finalement, on est retourné à la voiture après 2 à 3 heures de marche. J'avais besoin de manger, alors on a stoppé dans une charcuterie avant de rentrer à Phoenix. Ce fut un long trajet. Arrivé, on a fait une sieste après-midi. Puis on a visité Phoenix, et bien sûr, à la manière de Mathias, on a enchaîné plusieurs bars. Je connaissais à peine le gars, mais il aimait visiblement l'alcool. Rapidement, on était complètement ivres, mais je crois que j'étais plus bourré que lui, même si Mathias buvait autant que moi. On a dû laisser la voiture de location dans la rue et prendre un Uber pour revenir à l'Airbnb. Il était tard. Le temps a filé sans que je m'en rende compte. Je ne me souviens pas de grand-chose à part Mathias mettant de la musique à fond dans l'Airbnb, tandis que je branchais mon téléphone près du canapé. Je suppose que je me suis juste endormi après ça. Cette nuit-là, je me suis réveillé au hasard, probablement quelques heures après m'être endormi. Ma vessie allait exploser, et j'avais la bouche plus sèche que le Grand Canyon. Je suis descendu du canapé
et suis allé aux toilettes. En plein milieu, j'ai entendu une porte se refermer. Ça devait être la porte de la chambre de Mathias. Quand j'ai fini, je suis allé la voir, mais elle était verrouillée. J'ai frappé, personne n'a répondu. Peu importe. Je suis retourné au canapé et me suis rendormi facilement. Le lendemain matin, je me suis levé vers 8 heures, avec un mal de tête. La première chose que j'ai remarqué, c'est mon téléphone. Il était dans une position étrange. Je l'avais laissé en charge sur le sol près du canapé, mais maintenant il était posé sur la table à côté du canapé débranché. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais au fond, j'avais une réponse simple, j'étais complètement bourré. Ce jour-là, évidemment, on n'a pas fait de randonnée, sinon j'aurais vomi. On a simplement pris un Uber pour aller à la voiture, puis on a roulé un peu, explorer des quartiers, profiter des paysages, visiter un jardin botanique. Je n'avais pas tellement envie de boire, mais plus tard, Mathias m'a convaincu. Et devine quoi, une autre soirée à boire vraiment beaucoup. Notre vol était vers 13h le lendemain, donc au moins, on n'avait pas à se lever trop tôt. On est rentré à l'Airbnb, tard encore vers 1h ou 2h. Mathias a insisté pour que je dorme dans le lit cette nuit-là parce que c'est juste yo. Honnêtement, je n'ai pas protesté. J'ai fini par prendre ma valise dans sa chambre et je lui ai dit bonne nuit avant de fermer la porte. Je n'ai pas fermé à clé. Mais peu importe, parce que si je me rappelle bien, les verrous étaient ces poignées avec serrure qu'on pouvait facilement déverrouiller avec un couteau au beurre ou quelque chose comme ça. J'aimerais pouvoir dire que l'histoire s'est arrêtée là et qu'on est rentré tranquillement le lendemain. Mais non. Je me suis réveillé cette nuit-là, probablement peu après m'être endormi. Je ne savais pas ce qui m'avait réveillé. C'est comme se réveiller à cause d'un son qu'on n'a même pas consciemment entendu parce qu'on était encore à moitié endormi. J'ai regardé autour de moi, puis cherché mon téléphone. Il avait disparu. Je l'avais branché près du lit et le téléphone était posé à côté de moi sur le lit. Mais maintenant, le câble pendait de la prise au sol sans téléphone. Quand ça avait pu arriver encore? J'ai regardé sous un côté du lit puis de l'autre. Puis j'ai bondi et crié à plein poumon quand j'ai vu Mathias allongé face contre terre, étendu de ce côté du lit par terre. Il a levé la tête, avait l'air de s'être réveillé d'un sommeil profond. Je lui ai crié, Yaba, qu'est-ce que tu fais? Joa. Il a regardé autour de lui, l'air confus, comme s'il ne savait pas comment il était arrivé là. Il s'est levé et a dit qu'il avait dû être tellement déchiré qu'il était juste venu se coucher là, mais qu'il s'était rappelé que moi, j'étais dans le lit, alors il s'était écroulé par terre. Mais ça ne tenait pas debout parce qu'il était du côté du lit le plus éloigné de la porte. Je l'ai alors accusé d'avoir pris mon téléphone, et il a fait semblant de ne rien savoir. Il a dit que je devrais regarder sous le lit, que le téléphone avait peut-être glissé là-dessous. Il s'est mis à quatre pattes à regarder, et a immédiatement dit « Oh mec, le voilà !» Yo, et il l'a tiré de là. Je l'ai regardé, et j'ai eu l'impression de voir une autre personne maintenant. Qui était ce type? Avait-il vraiment essayé de pirater mon téléphone 2 fois? Je lui ai dit que j'allais retourner sur le canapé, mais il a insisté pour rester là. Puis il est parti. Tu peux croire que j'ai fermé la porte à clé cette fois. Sans le téléphone, je me serais contenté de penser qu'il était juste bourré et qu'il avait fait une connerie comme venir s'écrouler par terre, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Il a pris mon téléphone, j'en suis sûr. Comme j'étais encore un peu bourré, je me suis rendormi facilement. Encore une fois, j'aimerais que ça s'arrête là, mais ça n'a pas été le cas. Je me suis réveillé une fois de plus cette nuit-là, et cette fois j'ai vite compris pourquoi. Au pied de mon lit, il y avait Mathias, mais tout ce que je pouvais vraiment voir, c'était sa silhouette. Pour une raison quelconque, je n'ai pas sursauté ni crié cette fois. Il s'est assis sur le lit et a commencé à me caresser le pied. C'est là que je lui ai crié de partir. Il ne bougeait pas, alors j'ai dû le pousser hors du lit et hors de la chambre. J'ai commencé à mettre mes affaires dans mon sac, puis mes produits de toilette, et tout ce que j'avais emporté. Il n'a pas dit un mot. Il s'est assis droit sur le canapé, me regardant comme un personnage inquiétant dans un jeu vidéo pendant tout ce temps. C'était la partie la plus effrayante. J'ai appelé un Uber pour l'aéroporteur. Je ne voulais pas rester une minute de plus là-bas. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Je suis arrivé à l'aéroport au lever du soleil et aussi fort que j'ai essayé de dormir. Je n'y arrivais pas. Mon esprit était en ébullition. J'ai attendu tout le temps pour l'avion. J'ai payé environ 35 $ pour changer mon siège et ne pas être assis à côté de Mathias. J'ai regardé par la fenêtre tout le temps que l'avion embarquait pour éviter le contact visuel. Je n'en ai parlé à aucun ami avant plus tard ce jour-là. J'avais juste besoin de temps pour digérer ça. Quelques amis m'ont dit « tu vois, je te l'avais dit, ce type est bizarre.
Yo, ils ont remarqué que les 2 fois qu'on l'a croisé, il était seul. Ça m'a aussi fait penser que la seule raison pour laquelle il m'a approché au bar en plein air, c'est parce qu'il avait vu ma Instagram et était peut-être venu là pour ça. Un véritable comportement de harceleur. Je lui ai bloqué le numéro et Instagram. Mais avant, je suis allé voir une ancienne photo sur son Instagram où il était avec des amis. Personne n'était tagué, mais j'ai regardé les commentaires et il y avait un gars qui semblait être sur la photo. J'ai vu que Mathias ne le suivait pas, et lui non plus. Je lui ai envoyé un message direct pour demander s'il était encore ami avec Mathias. Il m'a répondu en 10 minutes: non, ce mec est un fou. Puis il m'a raconté sa propre expérience et celle des autres gars qui étaient amis avec lui et ont tous dû le couper. Ce gars s'est retiré de la photo de Mathias mais a dit qu'il ne pouvait pas lui faire enlever la photo. Il n'a pas été du tout surpris quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Arizona et sa réaction a été hoguée. Ce type devrait être en prison. Yo, c'est fou. Je pensais que Mathias était juste un gars normal qui cherchait un pote, mais s'est avéré être un prédateur potentiellement dangereux. Je veux toujours savoir ce qu'il essayait d'accéder sur mon téléphone. Cela s'est passé l'été dernier vers la mi-juillet. J'étais rentré de l'université pour quelques semaines, et je voulais simplement profiter de la pause avant le début du prochain semestre. Je m'appelle Nicolas, et je vis dans le Maryland. J'avais discuté avec mes 2 meilleurs amis Jacques et Marc pour faire quelque chose ensemble, juste nous 3 comme au lycée. Chacun étudie dans une université différente, alors ces moments sont rares. Nous avons fini par organiser un week-end à la plage à Ocean City. La famille de Jacques possède une petite maison de plage là-bas qu'il n'utilise pas souvent, et il a obtenu la permission pour que nous y restions quelques jours. Ce n'était pas luxueux, juste un endroit avec 2 chambres à quelques rues du Sable, mais c'était parfait pour ce que nous voulions, du temps pour se détendre, faire la fête un peu et se retrouver. Nous sommes partis vendredi après-midi. Il faisait chaud, environ 30 degrés avec cette humidité lourde qui colle à la peau. L'air sentait la crème solaire et l'eau salée dès que nous sommes arrivés en ville. Nous avons passé la journée à marcher sur la promenade, jouer un peu dans les arcades et observer les gens. La plage était bondée de touristes avec des enfants qui couraient avec des ballons, des familles avec parasols et glacières, et des sauveteurs qui n'arrêtaient pas de demander aux gens de quitter les zones interdites. Tout semblait normal, juste une belle journée d'été. Plus tard, nous sommes retournés à la maison, avons grillé des hamburgers, bu quelques verres, et commencé à jouer à des jeux d'alcool. Vers minuit, nous étions saouls et un peu ennuyés, et quelqu'un, probablement Marc, a suggéré qu'on retourne à la plage. Il y a quelque chose d'étrange et d'attirant à être près de l'océan la nuit. La plage est presque déserte. L'air se rafraîchit et il y a une certaine paix dans l'air. Nous n'avions pas apporté grand-chose, juste quelques sweats si nous avions froid, nos téléphones et une lampe de poche que Jacques avait prise dans un tiroir de cuisine. Nous ne prévoyions pas de nager, juste traîner un peu et peut-être marcher le long du rivage. Nous avons pris une ruelle puis la promenade en bois et avons descendu les escaliers vers le sable. Comme prévu, c'était quasiment désert. Les vagues étaient régulières. La seule lumière venait de quelques lampes sur la promenade et de la lune cachée derrière des nuages. Nous voyions à peine où l'eau rencontrait le sable. Nous marchions au bord de l'eau parfois, laissant l'eau froide nous toucher les chevilles. Nous plaisantions, parlions de tout et de rien, tuant le temps. Après un moment, nous nous sommes arrêtés près d'une des tours de sauveteurs en bois qu'ils démontent la nuit, et nous nous sommes allongés sur le sable en regardant le ciel. C'est alors que Jacques a remarqué quelque chose. Il s'est soudainement redressé et a demandé: « Yoga, est-ce que quelqu'un marche là-bas ?» Yo, nous avons tous regardé dans la direction qu'il montrait. Au début, je ne voyais rien, juste une silhouette sombre près du rivage. Puis oui, je l'ai vu, une forme, mais c'était une silhouette noire, avançant lentement au bord de l'eau à 50 ou 60 mètres environ. Nous avons supposé que c'était juste quelqu'un qui faisait une promenade tardive comme nous. Mais nous avons remarqué que ses mouvements n'étaient pas naturels. Il ne marchait pas comme quelqu'un qui profite de la plage. Sa démarche était rigide, lente, presque mécanique. Ses bras ne balançaient pas naturellement, sa posture était étrange. Sa tête était inclinée vers le bas, mais pas complètement. On aurait dit qu'il regardait le sable ou qu'il le scrutait. Nous nous sommes tus et l'avons observé en silence. Quelque chose me mettait mal à l'aise. Je me suis surpris à murmurer: « Et Gobé, qu'est-ce qu'il fait lui ?» Yo, Marc a suggéré qu'il cherchait peut-être quelque chose. Jacques a plaisanté en disant que c'était sûrement un touriste ivre qui avait perdu ses clés.
Nous avons un peu ri, puis avons repris nos distractions. Mais je jetais toujours un œil à cette personne. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué qu'il s'était arrêté. Il ne marchait plus. Il était immobile, et beaucoup plus proche, peut-être à 30 mètres. C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Nous essayions de ne pas le fixer ni d'éclairer vers lui avec la lampe de poche, mais c'était difficile à ignorer. Il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette situation. Marc a finalement dit « Hey gars, il est là depuis 5 minutes. Qui reste comme ça ?» Yo, puis Jacques a dit quelque chose qui m'a glacé le sang et caille. Il ne regarde pas dans le vide, il te regarde Nicolas. Yo, je ne savais pas s'il plaisantait. J'ai ri nerveusement et il dit accueil. Non, il regarde le sable. Yo, mais Jacques a secoué la tête. Yerbe, non, regarde bien, il incline la tête vers toi. Yo, c'est alors qu'il a braqué la lampe sur lui. Je ne voulais pas qu'il fasse ça honnêtement. Mais il a allumé la lampe et dirigé le faisceau. La lumière a touché la silhouette une seconde, puis la batterie a commencé à faiblir, et la lampe a vacillé, puis s'est éteinte. Mais cette seconde a suffi. Je l'ai vu. Il était presque grisâtre sans chemise, portant un jean mouillé clairement venu de l'océan. Ses bras étaient pendus mollement à ses côtés. Sa tête était inclinée à un angle étrange, pas cassé, mais anormal. Et ses yeux étaient grands ouverts, presque exorbités. Dès que la lumière l'a éclairé, il a bougé très vite. Sans hésiter, il s'est mis à courir droit sur nous à toute vitesse. C'était incroyablement étrange. Il est passé de l'immobilité totale à un sprint furieux, comme propulsé en avant. Nous avons tous les trois crié, couru. Nous n'avons même pas regardé en arrière. Nous avons couru à toute vitesse jusqu'aux escaliers menant à la promenade, et nous ne nous sommes arrêtés qu'en arrivant dans la rue. C'est là que nous nous sommes retournés, mais il n'était plus là. La plage était vide, pas de traces derrière nous, juste le bruit des vagues. Nous sommes restés figés, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Une fois à la maison, nous avons verrouillé toutes les portes et fenêtres, tiré les rideaux et veillé jusqu'au lever du soleil. Aucun de nous n'a pu dormir. Je m'attendais à entendre des coups à la porte ou à voir ce visage pâle à la fenêtre, mais heureusement rien n'est venu. Le lendemain matin, nous avons essayé d'en rire en disant que c'était sûrement un sans-abri drogué qui essayait de faire peur à tout le monde. Mais au fond, aucun d'entre nous n'y croyait. Sa façon de bouger, sa manière d'apparaître de nulle part, l'absence de traces, tout cela n'avait aucun sens. Nous sommes restés 1 minute plus, mais nous ne sommes pas sortis. Nous sommes partis tôt le matin suivant. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons essayé d'oublier. Mais une nuit, Jacques m'a envoyé un texto. Il racontait qu'il faisait le même cauchemar encore et encore. Il se réveillait et voyait le type debout dans un coin de sa chambre trempé, la tête inclinée juste à le fixer. Immobile, sans bouger, ni parler, juste debout. Je lui ai dit que c'était flippant. Mais je ne lui ai pas dit que moi aussi je faisais ce même rêve. Tout était identique, le type, la posture, debout dans ma chambre immobile et silencieux. Parfois je me réveille en pensant entendre des pas mouillés dans le couloir, mais quand je regarde, il n'y a personne. Puis la semaine dernière, presque 1 an après, je regardais un groupe Facebook local où les gens postent des choses qui se passent à Ocean City. Quelqu'un a publié une photo prise la nuit précédente à la plage. C'était granuleux et sombre, mais j'ai reconnu. Il demandait au gars qui connaît ce mec bizarre que j'ai vu debout près de l'eau vers un H du matin. Yo, j'ai cliqué. La photo est floue, mais j'ai reconnu ce type immédiatement. Même posture, même peau pâle. Il regardait juste l'eau. Les commentaires m'ont glacé encore plus. Des dizaines de personnes disaient l'avoir vu aussi. Certains disaient qu'il était là pendant des heures. Une personne racontait l'avoir vu entrer dans l'eau et ne jamais ressortir. Une autre disait avoir trouvé des empreintes mouillées sur leur terrasse, 2 rues plus loin de la plage sans trace, allant vers ou venant d'elle. Je ne sais pas ce que nous avons vu cette nuit-là, mais une chose est sûre, je ne retournerai plus jamais sur cette plage la nuit. Je suis originaire du Massachusetts, et chaque été, depuis que je me souviens, je passais les 3 mois dans une ville côtière classique de la Nouvelle-Angleterre. Voyez le genre si vous avez déjà été dans cette région des États-Unis. J'avais un grand groupe d'amis avec qui on faisait toujours les mêmes bêtises, et on s'amusait tous les jours après nos boulots respectifs. J'avais 19 ans quand cela s'est passé comme la plupart de mes amis. Je venais de finir un job de garçon de quai. Comme à mon habitude ce soir-là, j'ai envoyé un texto à mes amis pour voir ce qu'on allait faire. Puis je suis passé chercher mon pote que j'appelle Emerson à son travail pour aller acheter de l'alcool, car c'était lui qui avait une fausse carte d'identité. On a acheté l'alcool,
et on est retourné dans la petite ville où on vivait. On a décidé de prendre le bateau de ma famille que je pouvais sortir tout seul pour boire quelques bières en attendant que les autres finissent leur boulot. On a fait le tour de la petite péninsule, où on était jusqu'à un endroit où beaucoup de gens ancrent et traînent. Il y avait déjà quelques bateaux amarrés. Il était environ 19 heures, ce qui n'était pas inhabituel. On a trouvé une place entre les deux bateaux, on a jeté l'ancre et on s'est posé pour boire. On passait un bon moment en écoutant la musique qui venait du bateau à notre gauche, quand celui à notre droite a décidé de partir. Puis la musique de l'autre bateau s'est arrêtée aussi. On a pensé qu'ils allaient partir aussi. Du coup, Emerson et moi un peu bourrés, on a commencé à geindre et à crier pour qu'ils rallument la musique, pour que la fête continue et plein d'autres bêtises comme ça. Mais ça n'a pas marché. On était assis sur la proue en train de boire, quand Emerson a dit « Ok mec, regarde ». Yo, je me suis retourné vers le bateau, et j'ai vu 3 personnes debout sur le bord en train de nous regarder. Ma première réaction a été de rire parce que j'étais bourré. Puis je me suis retourné, mais Emerson continuait à les fixer. Pour être honnête, je ne suis pas très doué pour sentir le danger, je suis plutôt optimiste et léger, mais Emerson était clairement mal à l'aise. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, qu'ils essayaient probablement juste de mieux voir, ou je ne sais quoi, mais il gardait une expression gênée, ce que je ne comprenais pas à ce moment-là. Il faisait assez noir, rien, pour éclairer autour que la lumière de leur bateau. On ne voyait donc que des silhouettes. Après 2 minutes à essayer de faire changer d'avis Emerson, je me suis retourné, et ils étaient toujours là, toujours à nous fixer. J'ai cru à une blague. Alors j'ai pris le mégaphone dans le compartiment à côté du volant et j'ai dit « Higoué 20 pour surveiller les gars ». Yo, ce qui a énervé Emerson parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Je remettais le mégaphone quand j'ai entendu un rire un homme, mais c'était bizarre. Lent, baroque, presque sinistre. C'est alors que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Emerson s'est levé et a dit « Agay, faut qu'on dégage d'ici mec, c'est pas normal ». Yo, mais j'ai répondu que ça allait. Juste après ça, on a entendu 2 éclaboussures côté bateau et il n'y avait plus qu'une silhouette sur le bateau. Emerson a immédiatement commencé à remonter l'ancre pendant que je riais de la situation et de lui, ce qui, avec le recul, fut super stupide. Il me demandait de mettre le moteur en marche pendant que je rigolais en le regardant remonter l'ancre et boire ma bière. J'ai ri tellement fort que je n'ai pas entendu les 2 nageurs approcher de notre bateau. Emerson s'est figé les mains sur l'ancre et j'ai aussi arrêté de rire. Il faisait noir et les lumières du bateau étaient éteintes. On ne voyait rien dans l'eau. J'ai appelé « Yébéré ». Yo sans réponse. Même le bruit des éclaboussures s'est arrêté. Puis j'ai entendu Emerson hurler « Ogé ». Yo, et soudain il y a eu une grosse éclaboussure derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu quelqu'un essayer de grimper à l'arrière de notre bateau. J'ai paniqué et en tournant la clé, j'ai vu une main agripper la rambarde près d'Emerson qui criait et lever l'ancre prêt à se battre. J'ai finalement démarré le moteur et foncé instinctivement en avant, heurtant un banc de sable juste devant nous. J'ai mis la marche arrière et reculé aussi vite que possible jusqu'à sortir de la baie et retourner en eau plus profonde. J'ai remis au point mort et Emerson et moi, on s'est regardé avant qu'il ne commence à me faire les remarques du genre « Yobé, je te l'avais dit yo et Yobé, t'es con yéyé ». J'ai acquiescé et dit qu'on devrait rentrer, ce qu'il a accepté. Avec du recul, on aurait dû filer directement au port près de chez moi, mais pour une raison étrange, on a décidé de ramasser tout ce qui était tombé pendant notre fuite. On n'avait même pas fini quand j'ai vu au loin venir à toute vitesse les phares d'un bateau. J'ai dit « Aïe, pas possible !» et sauté au volant en accélérant à fond. Notre bateau est vieux et pas très rapide. Même à pleine vitesse, il nous rattrapait. Emerson paniquait, disant des trucs comme Yogé qui sont ces gars. Que veulent-ils? Pourquoi ils peuvent pas nous laisser tranquilles sur l'eau? Yo, je leur ai demandé de se calmer et j'ai concentré sur le chemin vers le port. Après 5 minutes, le port était en vue, mais le bateau nous collait tellement qu'on voyait l'étrave monter et descendre avec les vagues. Je ne savais plus quoi faire. J'ai viré sec à gauche et me suis approché au plus près de la rive sans m'échouer. Miraculeusement, l'autre bateau a tourné dans l'autre direction. On a poussé un soupir de soulagement, mais j'ai gardé la vitesse jusqu'aux portes. Après avoir accosté et constaté qu'aucun dommage n'était fait au bateau, on a retrouvé nos amis et raconté l'histoire. On a aussi émis quelques théories comme peut-être qu'ils voulaient nous voler ou prendre notre bateau. On ne reconnaissait pas ce bateau, donc il n'était sûrement pas d'ici. Je ne sais pas. Je n'aime pas penser à ce qui aurait pu arriver. Je suis juste content que ça ne soit pas arrivé. Je sais juste que je suis reconnaissant qu'Emerson ait été là. Sans son scepticisme, ça aurait pu très mal tourner.